donc on est sur une table ronde sur l'éco-conception. Et donc là, on va accueillir 5 personnes. Alors il y a Anne Faubry, donc, qui est UX designer indépendante et aussi co-responsable du programme éco-conception chez Designer Éthique. On a vu d'autres personnes d'ailleurs l'année dernière de cette association, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc elle a co-rédigé d'ailleurs le guide d'éco-conception de services numériques et forme les professionnels à ce sujet, bien sûr. Fabrice Liu, j'espère que je prononce bien. Donc designer systémique et régénératif. C'est pas souvent que je vois ce mot-là comme ça, il nous l'expliquera peut-être. Donc lui, il accompagne les organisations de toute taille et secteur dans leur transformation vers l'entreprise régénérative. Donc aujourd'hui, il s'intéresse au sujet du design bio-inspiré, ok, un autre terme que j'aimerais bien avoir une explication. Et comment la nature peut nous aider à concevoir et à transformer les organisations. Christophe Clouzot, donc la tête blanche du groupe, expert UX et éco-conception. Tu pourras après me vanner si tu veux aussi. C'est la tête brillante, moi, c'est tout. Donc expert UX et éco-conception numérique au sein de la société Temesis. Donc depuis 2010, il s'intéresse à l'impact justement environnemental du numérique et il a aussi contribué à la co-rédaction du RGESN. Raphaël Lemaire, directeur technique chez Zenica Paris, consultant et formateur, spécialiste du numérique, responsable et auteur du livre Green IT. Et puis Damien Legendre, qui travaille dans une agence à Rennes, LunaWeb. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que tu étais aussi animateur fresque du climat. Ça c'est top. Moi je commence à découvrir les fresques, donc tu nous en parleras peut-être aussi. Je vous invite à découvrir tout ce petit monde tout de suite et à les applaudir. Vous pouvez monter sur scène, je vous en prie. Du coup, bonjour. Donc, c'est moi qui vais animer cette table ronde. Donc, peut-être pour commencer, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur vous. Quel est un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à vous sensibiliser justement à ces sujets des éco-conceptions? Je peux commencer, effectivement. Donc, mon parcours, ça fait 16 ans que je fais du service informatique. Non, eux, ils peuvent prendre les micros juste. D'accord. Et ça faisait longtemps que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé à découvrir le monde, je sais qu'il y a des problèmes avec l'environnement. Donc depuis les écrans du savoir, la planète miracle quand j'étais au petit. Et pendant longtemps, j'ai pas lié les deux. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça serait quand même bien que je regarde ce qui se passe. Et donc je me suis intéressé au sujet. Et petit à petit, il y a commencé à y avoir des ressources qui sont apparues et que j'ai pu prendre possession. Et je me suis spécialisé dans le sujet au fur et à mesure des années, depuis 2017, 2018 surtout. J'ai pas une grande révélation, une grande histoire spectaculaire à raconter. C'est venu naturellement. Moi, c'est Anne Faubry. De mon côté, ça a vraiment été le rapport du GIEC 2018 qui a fait un tournant. C'est là, dans cette année-là, que j'ai réalisé l'impact du numérique sur l'environnement et que je suis entrée en grande dissonance cognitive, encore plus qu'avant, avec mon travail de consultante à l'époque. Et donc, c'est par la suite que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser sur comment, en tant que designer, on peut faire des choses pour essayer de réduire cet impact environnemental. Et donc c'est comme ça que progressivement j'ai été bénévole chez Designer Éthique, qu'on a co-rédigé le guide avec Aurélie Bâton et que finalement j'ai quitté mon entreprise pour me lancer comme indépendante et pouvoir travailler que pour des projets qui avaient du sens pour moi et que je trouvais qui étaient en tout cas plus en contradiction avec les enjeux de soutenabilité. Ok, coucou tout le monde. Moi, du coup, depuis 15 ans, j'ai fait à peu près toutes les évolutions, je pense, en commençant vraiment dans la conception, branding, graphique. J'avais un studio de web, ensuite je suis remonté sur l'UX quand ça débarquait. Après, tout ce qui est design thinking, facilitation. Et après, à force de demander pourquoi, vu qu'on adore faire ça en tant que designer, je suis remonté plus sur des sujets de stratégie et de réorientation du business au niveau grand groupe.
Et à ce moment-là, du coup, quand il n'y a que des indicateurs business, moi je me dis, je ne sers pas à grand-chose. Et surtout dans le monde, comment c'est en train d'évoluer, ça serait quand même vachement stimulant et vachement intéressant si on allait creuser un petit peu plus loin et de manière plus utile. Et c'est là où j'ai commencé à me connecter sur tous les sujets autour de l'approche systémique pour vraiment se dire on va penser les choses dans un ensemble et pas de manière isolée. Et autour du sujet du régénératif, qui est de se dire, plutôt que de faire des entreprises qui vont dégénérer ce qui se passe autour, qui vont dégénérer la planète, comment est-ce qu'on peut faire des entreprises qui peuvent se régénérer et régénérer la planète? Et donc là, je n'ai pas dit le mot éco-conception une seule fois, parce qu'en fait, je ne suis pas spécifiquement dans l'éco-conception, mais l'idée, c'était de venir compléter avec des choses plus macro, des choses qui des fois peuvent être plus orientées numériques ou très spécifiques. Voilà, comme ça, au moins, on est complémentaires. Bonjour, donc moi je suis Damien, je suis donc designer dans une agence web à Rennes qui s'appelle LunaWeb et j'ai aussi le plaisir d'animer une équipe d'UX Researcher et de UX Designer qui sont vraiment très chouettes, dont certains sont venus d'ailleurs, merci. Je ne vais pas être très original sur la façon dont je suis arrivé dans l'éco-conception, je pense que comme d'autres ici, ça m'a permis d'ajouter du sens en gros à ce que je faisais, des choses que je fais dans ma vie perso par rapport à tout ce qui va être sobriété environnementale. Forcément, quand j'ai vu que je pouvais faire quelque chose au sein de mon boulot, ça semblait évident de le faire. J'ai pu y aller grâce à plein de ressources dont on va vous parler, notamment des travaux comme ceux qu'ont pu faire les designers éthiques, pour ne citer qu'eux, mais il y en aura d'autres dont on pourra parler tout à l'heure. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc Christophe, le vieillard de la bande. Donc je vais vous raconter toute ma vie. Moi, je fais du web depuis 96. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient nés. Bon, bref. En fait, moi, je suis tombé dedans parce que dans les années 2008-2009, on s'envoyait des mails avec en signature de mail « Sauvons la planète, arrêtons d'imprimer ». Et donc, on avait des clients dans mon groupe qui nous proposaient effectivement d'avoir une politique développement durable et de tout numériser, donc de ne plus faire du papier. Et 2-3 ans après, ils sont revenus nous voir en disant on aimerait finalement les deux versions pour notre rapport annuel, à la fois imprimé et numérique. Et là, c'est le premier électrochoc pour moi où j'ai commencé à me dire mais quel est l'impact finalement du numérique? On le connaissait dans l'édition. Et je suis tombé dedans, c'est là où j'ai découvert Green IT, etc. Et aujourd'hui, donc, j'arrive à associer à la fois mon cerveau UX, je suis plutôt du côté UX de la force, et le cerveau éco-conception chez Temesis, et j'interviens aussi dans différents groupes de travail dont on va vous parler. Merci. Maintenant qu'on a fait les tours des tables, quand on s'intéresse à ces sujets, on commence à voir qu'il y a plein de concepts. On parle des Green IT, on parle des numériques responsables, bio-inspiration, on a eu plein de mots. Donc, est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que ça signifie l'éco-conception et c'est quoi les principes fondamentaux? Alors, juste avant de donner moi, la définition de l'éco-conception, en tout cas la vision qu'on en a, moi je voulais juste resituer l'éco-conception dans le numérique responsable. En tout cas, c'est la vision que nous, on colporte chez Temesis. On voit le numérique responsable comme un grand ensemble, en fait, avec plein d'engrenages. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accessibilité, dans l'éthique, le SEO, la performance. Et l'éco-conception, on le considère comme un engrenage parmi tant. Sachant que quand on intervient sur une de ces thématiques spécifiques, on influence, en le sachant ou en ne le sachant pas, les autres. Donc ça, c'est l'ensemble de notre vision. Donc on le voit comme un gros ballon, on va dire. Le numérique responsable, c'est un pilier, c'est-à-dire que c'est au service d'eux et ça dessert les piliers du développement durable, à savoir donc les 3 piliers, l'économie, le sociétal et l'environnemental. L'éco-conception, à la base, c'est juste le focus environnement. Voilà. Donc à partir du moment où on commence à mettre plusieurs engrenages, typiquement éco-conception, accessibilité, là on touche le numérique responsable. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette Je vais peut-être juste, et parfois ce qu'on a souvent comme question, c'est quelle est la différence avec Green IT et éco-design aussi, qui sont des termes dont on entend parler. Le Green IT, on avait un petit peu discuté avant de préparer cette table ronde, mais pour nous, ça recouvre l'aspect environnemental du numérique responsable, que décrivait à l'instant Christophe.
Et l'éco-design, c'est un jeu de mots un peu français, puisqu'en anglais, éco-design et éco-conception, c'est le même mot. Donc c'est voilà, une spécificité française de faire cette distinction, qui peut être utilisée notamment lorsqu'on se focalise sur la part du designer dans l'éco-conception, puisque l'éco-conception va aussi mobiliser d'autres métiers, comme les métiers techniques, même les métiers plutôt produits, management. Et donc, parfois, on parle d'éco-design pour parler spécifiquement de la responsabilité des designers dans l'éco-conception. Et juste le rebond par rapport à la bio-inspiration, du coup, c'est de se dire, bon, si jamais on travaille pour faire en sorte de réduire les impacts sur l'environnement, donc sur la nature ou sur le vivant, est-ce qu'il faut absolument qu'on invente des nouvelles choses ou des nouveaux concepts, donc un peu comme le concept d'éco-conception, Green IT, enfin, tous les concepts qui sont nés, peut-être il y aura encore d'autres nouveaux concepts, ou est-ce que peut-être on peut interroger le vivant lui-même sur ce qu'il a été capable, lui, d'expérimenter depuis des milliards d'années et de mettre en place. Et comment est-ce qu'on peut venir s'inspirer de ça, en tirer par analogie en fait, des outils, des ressources, des méthodes, pour pouvoir changer la manière dont on fait les choses et s'assurer du coup de faire des choses qui vont dans le sens du vivant plutôt qu'à l'inverse, quoi. Voilà. J'espère que tu pourras nous donner un exemple après, Fabrice. Avec plaisir. Du coup, en fait, je m'interroge aussi sur l'effet, comment est-ce que ça s'intègre dans la pratique et dans votre pratique en tant que designer. Conception des produits numériques ou des autres typologies de projets, comment est-ce que ça s'intègre, l'éco-conception? J'ai beaucoup aimé la conférence de tout à l'heure de Sébastien Lost, donc je vais reprendre un peu son analogie de l'architecture. Moi, je pense qu'il y a un pilier, en tout cas en tant que designer, qui est vraiment important quand on se lance dans l'éco-conception, c'est de questionner tout ce qui va être essentiel. Et il y a une notion qui est importante, que vous avez peut-être déjà entendue, que vous allez réentendre, en tout cas c'est sûr, c'est la notion d'unité fonctionnelle qui va permettre de définir quelle est, parmi toutes les fonctionnalités qu'on a prévues dans un produit, dans un service, celle qui en gros va permettre à notre produit ou service de tenir debout, celle qui va faire tout fonctionner. Et donc de questionner aussi le fait, l'existence même de des autres fonctionnalités qu'on a écartées, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être là ou pas? Et c'est comme ça, je pense qu'on peut commencer à rentrer dans l'éco-conception en parlant architecture et vraiment les fondations des projets qu'on va mettre en place. Vas-y, je te donne un exemple du coup, vu que tu voulais un exemple par rapport à la inspiration là-dessus. En gros, l'unité fonctionnelle du coup qui est dans tous les textes en rapport avec l'éco-conception, dans la bio-inspiration, on parle de fonctions aussi, donc les fonctions du vivant, et on va pouvoir aller regarder chez les champignons, les fourmis, dans d'autres types de systèmes, ou même dans des autres sciences comme la biologie, la thermodynamique, la physique ou quoi que ce soit, différentes fonctions de différents systèmes. Et donc par exemple, quand Google avait bossé, enfin pas Google à la base, mais quand ils avaient bossé sur Waze, il y avait eu cette logique de se dire quelle est donc la fonction principale, ça va être s'orienter ou d'aller d'un point A à un point B. Et donc si par exemple on se fait une réflexion par bio-inspiration, on va aller regarder dans le vivant, autour de la fonction, donc il y a une plateforme qui s'appelle Ask Nature, vous pourrez aller dessus si vous voulez. On va aller regarder par rapport à cette fonction des inspirations dans la nature et on va pouvoir tomber par exemple sur les fourmis. Et on va se rendre compte que les fourmis, elles ont un système ultra optimisé pour réussir à trouver le meilleur chemin pour aller d'un point A à un point B par rapport à un objectif donné, en laissant des traces de phéromones. Et on ne va pas mettre des phéromones derrière les voitures pour pouvoir faire la même chose avec Waze. Mais par contre, par pensée en analogie, on s'inspire du fait de se dire, mais en fait, ça va être toutes les voitures qui vont laisser des traces d'informations qui vont remonter dans une application et qui potentiellement va faire qu'on va améliorer la qualité de la route qu'on va recommander. Et surtout, on va faire en sorte que ça puisse s'adapter à des conditions réelles. Et c'est ce qui a pu créer, par exemple, il y a des exemples qui sont assez rigolos comme ça, des routes de campagne qui étaient jamais utilisées et complètement vides, mais qui étaient des routes adjacentes à d'autres routes qui étaient très utilisées avec beaucoup de bouchons. Et en fait, par effet de comportement, c'est devenu la nouvelle route la plus utilisée. Et donc, il y a des business qui ont commencé à se monter sur la route, des restaurants, des choses comme ça. Et en fait, ça a développé des espaces de territoire qui se seraient potentiellement pas développés si les gens n'avaient pas utilisé une application comme Waze. Voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre de comment ça s'intègre dans vos projets, comment ça s'intègre dans vos équipes et dans ce que vous faites au quotidien? Oui, on peut donner un peu peut-être les actions clés de l'éco-conception.
qu'on n'a pas encore donné. Donc l'idée, c'est d'économiser des ressources informatiques. Donc c'est la chose à laquelle on pense en premier, se dire je vais dépenser moins de serveurs, moins de réseaux, ça va aller dans le sens de moins d'impact. Donc ça, c'est vrai. Mais la première priorité, c'est de penser aux appareils. En fait, ce qui a le plus d'impact, c'est les appareils des utilisateurs, leur fabrication surtout. Et donc ce qu'on veut, c'est prolonger, ou en tout cas ne pas pousser ces appareils à se terminer dans leur vie, à ne pas pousser l'obsolescence, donc rester compatible le plus possible avec les appareils anciens, entre guillemets, genre 5 ans, voire un peu plus, si possible, bien sûr, et ne pas faire ramer ces appareils pour pas que les utilisateurs se disent « Oh merde, ça rame, il faut que j'achète un nouveau truc ». Et donc c'est ça les actions clés, ne pas pousser à l'obsolescence et économiser des ressources informatiques. Et en fait, mettre en place ces actions clés dans un produit informatique, un service numérique, c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde, que vous savez déjà faire, parce que pour arriver à implémenter ces actions clés, en fait, il faut mettre en place des réflexions et des pratiques qui sont déjà des réflexions et des pratiques qui sont des bonnes idées dans vos différents métiers. Donc, surtout UX ici dans cette salle aujourd'hui, mais aussi au niveau du développement, du product, de la gestion de produits, de tous les aspects d'un service numérique. Et on se déjà de bonnes idées pour d'autres raisons, et qui sont soit connues, soit à la portée des équipes. Et qui ont en plus des avantages. Je peux peut-être parler un petit peu des avantages de l'éco-conception dès maintenant, puisque si on économise des ressources, on fait des économies, puisqu'on est facturé à la ressource typiquement. On a aussi un côté performance, qu'on va être plus efficient, donc logiquement plus performant aussi, ça va un petit peu dans le même sens. C'est bon pour le SEO, la performance fait partie de la note du référencement, donc on va aussi dans le sens d'un meilleur référencement. Ça marche aussi, vu qu'on privilégie le texte par rapport au multimédia pour économiser de la bande passante, c'est bon pour le SEO. On a aussi un côté, on veut faire des parcours clients qui sont plus courts, plus efficaces, plus simples, donc c'est mieux pour l'ergonomie. C'est pas incohérent avec l'accessibilité, puisque c'est plus simple, c'est plus facile à rendre accessible. Donc tout ça, faire quelque chose de plus simple, faire des choses qui vont moins ramer, qui vont être plus compatibles avec des appareils plus anciens, moins haut de gamme, de seconde main éventuellement, c'est bon aussi contre les fractures numériques. Donc tout ça, c'est les avantages de l'éco-conception qui sont, alors pas forcément toujours automatiques, mais ça va dans le même sens en fait. Et en fait, comme on va certainement reparler quand on parlera des référentiels, les pratiques d'éco-conception, les questions qu'on va se poser sont déjà des choses que vous connaissez ou que vous pourrez connaître facilement. Il n'y a pas de magie particulière. Et c'est vrai que finalement, ce qu'on vous dit là, c'est beaucoup revenir à l'essentiel, faire de la performance web. Vous allez me dire, ok, rien de nouveau sous le soleil. C'est un peu une bonne nouvelle aussi. Parfois, on a peur que ça fasse des injonctions supplémentaires, l'éco-conception. On a déjà beaucoup d'injonctions en tant que designer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà faire. Pour moi, c'est surtout que l'UX, c'est un petit peu peut-être dévié de son objectif initial, qui était initialement de faciliter la vie des utilisateurs. Et puis parfois, on a tellement d'injonctions qu'on finit par être plus dans améliorer le taux de conversion, voilà, vouloir convertir, faire plus de business, etc. Et quitte à parfois utiliser dark patterns, qui sont vraiment la meilleure utilisation de l'UX, de la manipulation à des fins plus mercantiles. Et en fait, finalement, l'éco-conception, c'est un petit peu prendre du recul et refaire de la qualité web. Il y a énormément de choses qui vont se recouper. Et à titre personnel, il y a des avantages effectivement pour la société de faire de l'éco-conception, mais il y en a aussi en tant que professionnel, je trouve. Je trouve que ça ramène le design à une dimension plus stratégique et plus amont des projets, puisqu'en fait, le plus fort levier qu'on va avoir en tant que designer, ça va être sur le levier fonctionnel et sur l'amont du projet, parce que la meilleure pollution à éviter, c'est celle qu'on ne crée pas dès le début. Donc se demander vraiment quel est le besoin et aller de manière la plus sobre répondre à ce besoin. Et donc ça vient remettre le design très en amont de la création d'offres, de la création de services, de produits, là où généralement on a envie qu'il soit et on est frustré qu'il n'ait pas. Et il y a d'autres avantages aussi, je trouve. Il y a évidemment le côté gratifiant de travailler pour des choses qui ont plus de sens pour soi et de faire des choses effectivement plus accessibles pour les autres. Du coup, maintenant, on aimerait bien savoir quels sont les outils qui existent aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut les intégrer à chaque étape d'un projet. Si vous êtes vraiment débutant sur le sujet, on se disait que le guide des designers éthiques était peut-être le plus adapté parce qu'on l'avait vraiment conçu pour être une ressource très vulgarisée avec beaucoup d'exemples et de contre-exemples. Et finalement, on est assez surpris parce qu'à la base, on l'avait créé parce qu'il n'y avait rien pour les designers sur l'éco-conception en 2020. C'était encore très tech.
Et puis, depuis, on a eu plein d'autres profils qui se sont appropriés, comme des profils notamment gestionnaires de projet, PO, PM, etc. Et donc, pas que des designers, et même des devs aussi qui le lisent, qui trouvent ça intéressant. Donc voilà, c'est une ressource qui est qui est normalement rédigée pour être simple d'accès, qui est disponible en ligne gratuitement, en PDF aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes débutant. Après, il y a plein d'autres choses intéressantes qui existent. Il y a plein d'autres choses. Il y a le référentiel des 115 bonnes pratiques d'éco-conception web, donc qui est le référentiel le plus ancien sur le sujet et qui a inspiré les autres dont on parlera juste après. La V4 qui est sortie il y a quelques mois, c'est vraiment une grosse évolution du référentiel, puisqu'on a, j'ai participé, on a supprimé 30, alors je ne sais plus exactement les chiffres exacts, mais une trentaine de pratiques, rajouté 30 pour compenser. On a fait évoluer 70 autres, donc sur les 115. Et depuis cette version, la version 4, c'est un référentiel qui est disponible en open source sur GitHub, alors qu'avant, pour avoir le contenu complet, il fallait acheter le livre chez Erol. Donc vraiment un gros changement. Et là, en ce moment, en plus, on travaille sur la traduction en anglais pour arriver à conquérir le monde. Donc c'est aussi un référentiel intéressant. Alors, le titre dit éco-conception web. Il y a des choses qui sont pointues techniques web, comme utiliser des sélecteurs CSS efficaces, utiliser HTTP2. Enfin, il y a des choses qui sont un peu techniques, mais aussi beaucoup de choses qui sont fonctionnelles et UX. On va parler de parcours client, on va parler de nombre de fonctionnalités, de quantifier le besoin. Donc, allez voir et n'hésitez pas à utiliser ces référentiels. Donc, on va aussi parler du RGESN après, dans votre assurance qualité, dans vos produits, dans vos process, au moment des reviews, au moment des différents moments où vous validez ce que vous faites dans vos produits. Utilisez ces différentes pratiques, regardez si vous appliquez les choses au bon moment. Et pour compléter, effectivement, les deux référentiels que vous citez sont très opérationnels en fait, pour les équipes. Moi, je suis intervenu sur le RGESN qui est plus sur la démarche d'éco-conception. Vous connaissez certainement le RG2A sur l'accessibilité, référentiel d'État. Vous connaissez certainement le RGPD. On n'avait rien sur l'éco-conception et depuis 2020, en fait, on s'est mis à travailler dessus en mode collectif et version publique. Et maintenant, vous avez un référentiel général d'éco-conception de services numériques, donc à destination de tous les professionnels. C'est 79 critères. Les thématiques famille donc, reprennent le process de réalisation d'un service numérique, en passant donc, par les spécifications, l'architecture, le front, le back, l'hébergement, le contenu et l'UX, UI. Donc, vous avez des critères à disposition pour vérifier en amont, prendre connaissance plutôt avant de plonger dans le grand bain. Pendant la réalisation, en fait, tenir en compte les critères pour voir si on reste toujours dans la conformité. Chaque critère est posé sous forme de question. On y répond par oui, c'est conforme, non, c'est pas conforme, avec des moyens de contrôle, etc. Tout est expliqué. Et à la fin, on peut vérifier effectivement sous forme d'audit ou d'autocontrôle, parce qu'il existe aussi une extension que vous pouvez mettre dans votre navigateur web, pour vérifier si vous respectez finalement l'intégralité des critères en conformité depuis la conception. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi les points forts et faibles de ces référentiels? Parce que du coup, maintenant, ils existent. Ouais. Mais... Alors, point fort, c'est que Cocorico, là-dessus, on est le premier référentiel général d'éco-conception de services numériques au monde. On en a un à votre disposition, donc utilisez-le. C'est à destination de tous les métiers, donc ça c'est aussi un point fort. Point faible de mon point de vue, c'est que pour l'instant, c'est donc que la V1, donc c'est sa force et sa faiblesse, ce n'est que la V1. Donc comparé au RG2A typiquement qui est la version 4.1, on n'a pas encore la maturité et le recul, il va évoluer. Ceci dit, entre la version bêta et la version 1, on est sur le même nombre de critères qui ont juste été réécrits pour être plus compréhensibles. Mais de ce côté-là, je pense qu'on va encore évoluer dessus, intégrer, je pense, plus de mobile. On a le marché qui nous pousse aussi sur l'intelligence artificielle, sur les mondes virtuels, etc. Donc ça va forcément évoluer. Voilà. Je peux compléter là-dessus sur le côté mise en pratique. Nous, ça fait donc quelques mois maintenant qu'on l'utilise, presque un an. Sur des projets, beaucoup pour des collectivités territoriales, c'est les plus demandeurs sur ce genre de projet. Et on voit déjà un point fort principal qui est que en fait, c'est un excellent guide pour juste commencer à s'y mettre et identifier tout simplement les trucs sur lesquels on peut être meilleur et ou aussi identifier des choses qu'on faisait déjà bien, qu'on peut encore améliorer. Donc déjà pour ça, c'est top. C'est vraiment un super travail qui a été fait. Ça permet, comme tu le disais, de se donner une sorte d'évaluation. Donc même si c'est pas
certifiant de quelque manière que ce soit, c'est quand même un bon guide de qualité de ce que l'on a pu faire. Ça englobe la notion d'usage, ça c'est génial, c'est-à-dire que par rapport à, alors par exemple l'outil Green IT Analysis, etc., EcoIndex, c'est génial, ça permet de donner une note à une page web sur ses performances, etc. Mais forcément, ça ne calcule pas, enfin, ça ne peut pas calculer la notion d'usage, de service rendu. Et le RGESN vraiment interroge ces choses-là. Quels sont les services qu'on rend aux utilisateurs? Et ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que justement on a fait ce travail de retirer ce qui n'est pas essentiel. Et au niveau des points faibles, bon, ça reste un référentiel. C'est parfois un peu dur de se lancer dedans. Je conseille vivement à ceux qui veulent s'y mettre de demander à d'autres designers ou d'autres devs qui l'auraient utilisé de leur expliquer comment ils ont fait. Parce qu'il y a plein de façons de le prendre pour soi. Et donc parmi ces critères, il y en a certains que j'ai trouvé parfois un peu durs à juger, notamment cette notion de est-ce que dans une équipe, il y a un référent numérique responsable? Je ne sais pas qui est cette personne. Donc par exemple, ce critère, je ne sais pas y répondre moi sur mes projets. Voilà. Et chez le client, je peux me permettre sans avoir un. Excuse-moi. Juste me permettre une question, parce que vu qu'on parle beaucoup d'éco-conception, on ne sait pas où vous en êtes par rapport à ça, et moi je suis très curieux, je veux juste savoir en fait, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui considèrent qu'au quotidien vous êtes déjà dans une démarche d'éco-conception, juste pour avoir un peu une jauge. Vous pouvez lever la main. Ok, cool. Et du coup, moi j'ai une question pour vous, vu que vous êtes plus dans l'éco-conception que moi. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus de gens qui ont la chance de pouvoir être dans une démarche d'éco-conception au quotidien, là, maintenant, tout de suite? Quelles sont les choses qui empêchent ça? Je pense déjà que la prise de conscience sur le fait qu'on peut faire du numérique responsable, ça reste assez récent. Alors, pas pour les 115 bonnes pratiques, c'est plus ancien, etc. Mais côté design, je sais pas, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça, c'est vraiment très récent qu'on ait ce sentiment qu'en tant que designer, on peut faire quelque chose. Peut-être, du coup, si tu poses la question publique plus qu'à nous, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit qui pourraient empêcher la démarche d'arriver, est-ce que vous avez ça? On peut répéter, si quelqu'un dit quelque chose, on répétera. Vu que j'ai posé la question, je bouge moi, je cours. Ouais, peut-être. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Peut-être un élément de réponse, c'est que moi j'ai la sensation qu'on m'a appris à bien construire les choses, mais qu'on m'a pas appris à ne construire uniquement que ce qui est nécessaire, donc construire le bon truc. Et que ça, j'ai dû l'apprendre un peu par moi-même. Et que c'est difficile, on m'a pas vraiment appris à dire non en tant que designer, et donc on accumule pas mal de demandes et on doit y répondre, ou on ne sait pas comment les contredire, pour moi c'est le truc le plus important, quoi. C'est si on est capable de dire que ce truc-là qu'on a priori doit faire n'a pas d'utilité, n'apporte pas de valeur, alors on évite énormément de choses. Et ça, j'ai pas l'impression qu'on soit hyper alerté là-dessus. C'est quelque chose qui revient souvent. Et souvent, les gens si je comprends bien ce que tu dis, hein, n'hésite pas si j'ai mal compris. Les gens se mettent dans une posture où on a un besoin, une spécification, et on essaye de coller à ce que la personne a demandé, sans forcément se dire, mais moi, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, et j'ai le droit de challenger, de dire mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de répondre aux besoins, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, autre chose, ou ne pas faire du tout. Et c'est pas toujours évident dans tous les contextes d'arriver à opposer ça, mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille effectivement. Ce que je remarque aussi beaucoup quand on reçoit des gens en formation, parce que j'ai la chance d'échanger avec plein de personnes qui ont plein de blocages différents, ce que je remarque, il y en a peut-être 3 principaux. Le premier, déjà, c'est passer de la sensibilisation à l'action. Et donc, il y a plein de choses qui existent pour découvrir le sujet. Il y a plein de gens dans la salle, visiblement, qui sont déjà sensibilisés. Et parfois, on ne sait pas forcément comment on peut agir au-delà. Donc, il y a des formations qui existent. Il y a des ressources qu'on vous a déjà partagées, notamment plein de ressources gratuites. Et puis après, les formations, on en fait tous, je crois, ici. Zenica, Octo, Temesis, LunaWeb, Designer éthique. Et en fait, ça, c'est aussi rassurant pour savoir un petit peu plus comment aborder la chose. Et après, vous pouvez aussi apprendre, c'est le deuxième point, sur le terrain.
simplement en lisant des ressources et puis en testant des choses. Il y a encore beaucoup de choses à défricher dans l'éco-conception. On peut commencer petit, et ça m'amène au deuxième gros point de blocage, qui est souvent de convaincre son porteur de projet, son client quand on est indépendant ou bien prestataire. Et donc là, le fait de tester des choses, de mesurer l'impact, que ce soit environnemental avec des outils comme EcoIndex, Green IT ou avec le RGESN, ou bien mesurer aussi peut-être des coûts, des meilleurs taux de conversion, etc., qui vont dans le sens éco-conception, amélioration de l'expérience utilisateur, performance web, qui vont du coup impacter positivement le business. Ça permet, à partir d'un petit projet pilote, de convaincre son client derrière de l'intérêt de faire de l'éco-conception. Et puis le troisième point de blocage que je vois, c'est parfois, malgré tout, le client, il ne veut rien savoir, il s'en fiche. Moi, ça m'arrive, même sur l'accessibilité, qui est une obligation légale. J'ai des clients qui me disent non, on ne veut pas ça, tant pis. Et bon, ça, c'est aussi la vraie vie d'être designer, et vous le vivez peut-être aussi dans vos organisations. Et donc ça, aussi ce que moi je fais personnellement, c'est que j'en fais sans le dire. Donc on peut aussi faire de l'éco-conception, soit en le masquant derrière d'autres arguments, financiers, performance web, accessibilité, selon ce à quoi est sensible son interlocuteur. Soit on peut simplement faire correctement son travail du UX sans faire de l'éco-conception. Après, ça peut encore arriver qu'il y ait un client qui vient tout péter en imposant un gros carrousel magnifique. Mais bon, après, on ne peut pas aller jusqu'au bout toujours, mais on peut aussi en faire sans le dire. Et pour compléter, en tant que témoin du passé du web, je peux vous dire qu'effectivement, quand le web est arrivé, on avait des débits très limités, on avait énormément de contraintes, comparé à aujourd'hui où maintenant c'est extrêmement facile et il y a des écrans partout. Mais on profite de cet héritage-là où on a chargé de plus en plus les interfaces, on a la donnée waouh, on veut des effets waouh, on veut charger, on veut en mettre plus, on veut que l'utilisateur plonge dans des expériences incroyables, quitte à ce que ce soit très immersif, voire intrusif. Donc on a cet héritage-là où on pousse, on charge, on surcharge la mule. Et donc on a des interfaces extrêmement lourdes pour finalement les mêmes usages que lorsque le numérique est arrivé, c'est-à-dire que je peux vous témoigner ici qu'il y a 20 ans, on chattait déjà ensemble, on échangeait des données, on achetait des choses, on allait consulter des articles, on recherchait des choses sur Internet, on pouvait même regarder des musées à distance, etc. Enfin bref, les usages profonds étaient les mêmes, c'est juste que maintenant on s'habituait à surcharger tout ça. Donc ça, c'est un des premiers freins qui explique peut-être pourquoi on ne passe pas tout de suite là à l'éco-conception immédiatement. Donc il y a un deuxième frein qui est un frein psychologique où, comparé à l'accessibilité, on trouve les mêmes freins psychologiques quand on parle au designer qui nous dit là, tu me donnes un référentiel, tu me donnes des contraintes, ça va être moche ce que je vais faire, ça va être compliqué, j'ai pas le temps. J'ai des contraintes, moins de temps. Je ne vais pas pouvoir m'en sortir, je ne peux pas mettre les couleurs que je veux, je ne peux pas mettre les polices que je veux, je ne peux plus mettre d'images, je ne peux plus mettre de vidéos. Bref, tu viens complexifier mon métier tel que je le connaissais avant, en fait. Donc effectivement, ce que tu disais, Anne, il faut arriver à démontrer qu'en fait, c'est toujours possible, peut-être par de l'A/B testing ou autre chose, mais que dans l'effet tunnel d'achat, peut-être, on ne perd pas les internautes, on ne perd pas les acheteurs s'il n'y a pas une vidéo plein écran derrière un formulaire, quoi. On peut tout à fait obtenir la même conversion au tunnel d'achat sans image de vidéo plein écran derrière, quoi. Par exemple. Et c'est pas parce que c'est éco-conçu que c'est rustique ou que ça se voit. Il y a plein d'exemples de pages qui sont explicitement éco-conçues et en fait, on s'en douterait pas. Il y a aussi l'exemple de gov.uk où on voit qu'il y a un truc spécial, mais c'est pas forcément obligatoire. Par contre, au niveau des obstacles, il y a quelque chose qui peut vraiment être un vrai cas où il n'y a pas trop de solutions, c'est si l'éco-conception va directement contre le business model de l'entreprise. Par exemple, pour un site e-commerce, comme dans un magasin physique, en fait, on veut montrer plus de produits pour donner envie aux gens. Vous rentrez dans un magasin, vous allez chercher je sais pas, une bouteille d'eau, par exemple, on vous donne envie de chocolat, de magasinière, ou je sais pas, de plein de choses. Alors on pourrait dire bien sûr consommer plus c'est mauvais, tout ce qui est consommation ça pollue forcément, mais ça fait quand même partie du modèle économique de l'entreprise. Et sur un site e-commerce c'est pareil, si vous allez acheter une bouteille d'eau sur un site qui vend des bouteilles, il va vous donner envie de vin, il va donner envie de Coca-Cola, ou je sais pas, je ne devrais peut-être pas citer de marque, j'en sais rien, mais bref, ça fait partie de leur modèle de pousser les produits. Et donc là, le fait de se dire, pour notre unité fonctionnelle de je veux acheter une bouteille d'eau, j'enlève tout ce qui sert à rien autour, en fait ça heurte le business model de l'entreprise. Et donc là vous avez un gros clash. Ou autre exemple, un réseau social. Le but du réseau social, c'est que vous restez le plus longtemps possible sur la page pour voir le plus de pubs possible. Donc là, ils travaillent explicitement à optimiser leur impact environnemental à la hausse.
puisqu'ils veulent que vous passiez le plus de temps possible sur la page, que vous consommiez plus de requêtes, plus d'images, donc c'est pas leur intérêt d'avoir moins d'éléments dans la page, moins de ressources dépensées. Et donc vous avez un gros clash et il n'y a pas vraiment de solution dans ce genre de cas. Je rebondis juste là-dessus, très rapide, parce que je me dis, peut-être dans la conférence qu'il y avait avant sur les OKR, ce sujet-là, il y a peut-être des solutions là-dedans, justement. D'avoir des indicateurs qui sont plus basés sur comment est-ce que ça change les comportements, plutôt que des indicateurs sur des choses qui n'ont plus de valeur. C'est de se dire, bah voilà, dans un magasin, il y a plein de produits de partout, du coup, il faut qu'on fasse pareil en web. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de plus vendre avec un site qui est éco-conçu, en trouvant d'autres chemins qui permettent de ça. Donc si on avait des bons indicateurs, peut-être que voilà, il y aurait moyen de faire les choses mieux. Je connecte les conférences, hein, je me dis que ça peut être intéressant. Après en replay, vous vous amusez à connecter les trucs. Moi, dans ma tête, ça connecte pas mal. Il y a un truc là-dessus, je pense. Voilà. Et du coup, on a beaucoup parlé des référentiels, des guides. Et au-delà de ça, est-ce que vous avez des autres outils que vous utilisez dans votre pratique à des autres moments dans votre projet? Alors oui, il y a pas mal d'autres outils qu'on peut avoir. Sans faire de mauvais jeu de mots, on peut aussi faire de recyclage en éco-conception, en réutilisant des méthodes qu'on va retrouver en design thinking, en conception centrée utilisateur, en agile, et essayer de les utiliser pour essayer de comprendre justement, je reviens sur mon fameux périmètre, mais que je trouve vraiment important, de comprendre vraiment ce qu'on doit embarquer dans le projet. On peut aussi s'amuser à créer des méthodes. Nous, par exemple, sur des projets, on a été amené à imaginer des méthodes pour répondre à des questionnements qu'on avait, parce qu'on n'a pas trouvé la méthode qui existait, notamment une qui permet, en gros, la question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on fait se rencontrer visuellement les objectifs, les KPI du client et les besoins réels des utilisateurs en termes de fréquence et de besoins. Et donc, du coup, on a inventé une méthode qu'on appelle l'écumoire, qui permet, en gros, de superposer tout un scope de fonctionnalités et de comparer celles qui se trouvent dans la zone utile et pour les objectifs et pour les utilisateurs. Et donc, de commencer à savoir, alors ça, c'est essentiel, il faut que je les embarque. Ça correspond un peu à l'unité fonctionnelle dont je parlais tout à l'heure. Et au contraire, ce qui est en bas à gauche, qui va plutôt être ce qu'il faut clairement éviter parce que ça ne rend pas service et c'est de la surcouche. Et il y a des petites zones d'angle mort pour lesquelles il faudra travailler. Et je précise, pour l'exemple de cette méthode, que normalement, vous devriez l'avoir en Creative Commons dans pas longtemps. Il faut juste que je finisse de rédiger la notice. Mais si vous voulez vous amuser avec, moi, je la trouve assez efficace. Voilà. Et du coup, dans ta présentation, on a un peu parlé des ressources de sensibilisation comme les fresques du climat, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a comme ressources pour se former, pour se sensibiliser autour de tout ça? Alors effectivement, pour se sensibiliser, mais peut-être plus en amont, on peut carrément dézoomer et parler vraiment de notre sobriété à nous en tant qu'individus. Les fresques, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Je pense que Anne, elle en parlera aussi bien. Il y a la fresque du climat qui permet d'effectivement comprendre quel est l'impact de l'homme sur le climat de façon très pédagogique, très claire. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vision depuis que je l'ai fait, des choses comme la notion d'acidification de l'océan, par exemple, pour prendre cet exemple, qui était complètement loin de ma portée. Il y a la fresque du numérique aussi, donc qui permet de comprendre l'impact de notre usage du numérique. En fait, c'est comme si on avait un petit peu zoomé un peu plus sur l'impact de l'homme à travers le numérique. Donc, si vous ne l'avez pas fait, enfin, vous n'avez pas encore fait au moins ces deux fresques-là, je vous invite mais vraiment vivement à le faire. C'est vraiment des très bonnes expériences. Comme le disait Nabil tout à l'heure, du coup, ça m'a piqué et je me suis formé pour être animateur de fresques. Bon, j'en ai fait qu'une pour l'instant, mais c'est sympa aussi le côté animateur parce qu'on apprend un petit peu des choses supplémentaires. Et enfin, sur la partie sensibilisation, il y a des super MOOC. Les MOOC, donc, c'est des formations en ligne que vous pouvez passer, qui sont certifiantes. Moi, j'ai passé celle de l'INR, qui est vraiment bien. J'ai ma collègue Alizée, qui m'aide beaucoup sur le sujet, à l'agence, qui a passé celle de l'INRIA. C'est vraiment chouette au niveau culture générale et ça donne du sens à pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et on comprend aussi, je finirai là-dessus, que l'éco-conception du web ou des interfaces, par exemple, n'est qu'une partie de la sobriété numérique qui concerne aussi tout ce qui va avoir trait au matériel. Et finalement, nous, on ne fait qu'une partie de tout ça. Il faut rester humble, en fait. On ne fait qu'une petite partie. Peut-être pour conclure, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous nous donnerez comme conseil pour intégrer justement ces pratiques et commencer dès la semaine prochaine, si on a besoin de commencer à travailler sur l'éco-conception. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil?
Je dirais peut-être que ça dépend de votre niveau de connaissance du sujet à l'heure actuelle. Si vous êtes vraiment débutant, je vous invite à faire un de ces MOOC, à faire une de ces fresques, à aller voir les ressources gratuites en ligne. Si vous êtes déjà informé, je vous invite à prendre une petite brique demain dans votre métier. Si vous devez optimiser des images, créer un nouveau composant, créer une nouvelle page, un nouveau parcours, à essayer d'appliquer quelques briques, quelques critères. Nous, on a essayé de rendre le guide très pratique pour ça, en allant piocher qu'est-ce qu'on fait sur les animations, sur les images, sur les vidéos. Mais ça peut être aussi dans le RGESN ou autre, d'aller piocher quelques bonnes pratiques pour essayer d'appliquer dès demain sur votre métier ce que vous pouvez faire. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné jusque-là, mais qui est important aussi, c'est de se demander, avant toute chose, c'est le premier point du RGESN, c'est est-ce qu'il faut numériser ? Et on ne l'a peut-être pas suffisamment rappelé, mais c'est hyper important, en fait, avant d'éco-concevoir, il faut se demander, est-ce qu'il faut numériser tout court ? Encore une fois, c'est le meilleur impact qu'on peut éviter. Et donc là-dessus, il y a aussi des outils décisionnels qui peuvent aider. Et donc, notamment dans le design systémique, il y a plein de choses très pratiques à mettre en place, à imprimer, disponibles en Creative Commons et à utiliser dans vos ateliers en 1 heure, dans vos ateliers de co-création, par exemple. Et pour ceux, pour moi, qui seraient déjà sensibilisés, en fait, ou qui sont déjà dans des pratiques d'éco-conception, tu disais tout à l'heure, quand on est juste sur l'éco-conception, partie numérique, on reste humble parce qu'en fait, on est juste sur une petite partie. Et en fait, ça peut aussi être frustrant de se dire, je suis juste en train de travailler une petite partie. À quoi bon, au final, face à des enjeux, des urgences ou des choses comme ça. Et je pense vraiment qu'en fait, quand on a intégré en tant que designer, même sur des choses qui sont très spécifiques comme la partie numérique, les concepts d'éco-conception ou les concepts autres comme la systémique ou des choses de cet ordre-là, on est capable de pouvoir apporter aussi une vision beaucoup plus régénérative, beaucoup plus complète pour l'entreprise dans laquelle on travaille ou pour l'entreprise avec laquelle on travaille. Et donc, du coup, des fois, on peut se sentir peut-être un peu impuissant ou limité. Et des fois aussi, on se limite soi-même en tant que designer parce qu'on a toujours été beaucoup connecté à la partie conception pure. Et du coup, on prend des commandes et on fait le taf. Mais en vrai, on a des outils, on a des possibilités maintenant en tant que designer et même des indicateurs, des éléments de mesure, des choses comme ça qui permettent de pouvoir venir proposer des choses plus complètes à un service, à une entreprise, à un pôle de direction. Et c'est un peu comme ça qu'on peut cheminer. Et je pense, en tout cas, chaque designer va se positionner à peu près où il a envie de se positionner, où il sent de se positionner, mais il n'y a pas vraiment de limite. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on commence vraiment à avoir des outils, des méthodes et des modèles de pensée design qui permettent de faire vraiment évoluer nos métiers. L'UX design, si je vous le rappelle, il y a 10 ou 11 ans, c'était pas grand-chose. Et du coup, maintenant, ça commence à être intégré dans la vie réelle de tous les jours, dans des démarches sociétales. Enfin, voilà. Et donc, l'éco-conception, voilà, petit point de départ avec des nouveaux paradigmes et des nouvelles choses pour faire des choses qui sont bonnes pour l'environnement, mais qui, du coup, peuvent s'étendre sur une organisation et qui peuvent s'étendre plus largement aussi, quoi. Donc, vous ne limitez pas en tant que designer, quoi. Je pense que ça, c'est important. Oui, j'ajouterais en fait qu'on est les gens qui réalisent les services numériques et j'aime bien dire en fait si vous allez dans un magasin, vous achetez des yaourts, vous avez assez peu de contrôle sur quel est l'impact environnemental de ces yaourts. Vous ne pouvez pas dire aux fabricants d'utiliser que des pots en verre qui sont recyclables à l'infini, ils font du plastique, voilà, vous pouvez acheter une autre marque mais vous ne pouvez pas choisir quel plastique est utilisé, est-ce qu'il est recyclable, est-ce que c'est plutôt du verre, est-ce que c'est plutôt de l'aluminium, est-ce que le lait vient d'une vache qui vient d'un champ bio, enfin, vous avez assez peu de contrôle sur le produit que vous achetez. Par contre, si c'est vous qui créez le produit, ce qui est le cas pour vos services numériques, vous avez le contrôle sur la forme du produit en fait. C'est vous l'industriel dans ce cas-là. Et du coup, qui dit pouvoir, puisque vous avez le pouvoir sur votre produit, dit responsabilité. Et donc, vous êtes en position de pouvoir améliorer les choses. Et même des petites améliorations, c'est beaucoup d'audience, ça peut faire une vraie différence. Et donc ça, c'est super intéressant. D'autant plus que, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas de magie spéciale, c'est des choses qui sont à votre portée. Il y a des référentiels, il y a des outils, il y a plein de ressources pour commencer. Ça peut être fait en amélioration continue, il n'y a pas besoin de tout changer d'un coup, on peut mettre en place des choses au fur et à mesure. Il y a des référentiels, mais ce n'est pas des trucs religieux, hein. Vous pouvez prendre les choses au fur et à mesure, interpréter selon votre contexte, vous dire ça ne s'applique pas à moi, ça s'applique, ça je ne vais pas le faire strictement parce que là je ne pourrais pas balancer un petit peu les différentes contraintes que vous avez. Et donc vous pouvez alors peut-être pas demain parce que c'est le week-end, mais dès mardi, vous dire ok, qu'est-ce que je peux prendre sur mon projet, sur mon produit, qu'est-ce que je peux améliorer, et voilà.
Un tout dernier point, et vous avez des alliés dans les organisations en général qui sont tip-top. On parlait presque du climat, qui permettent de sensibiliser les gens dans les organisations. Souvent, ça, c'est des démarches qui sont portées, par exemple, par le pôle RSE. Ensuite, derrière, ça va amener sur des bilans carbone, ça va amener sur des choses qui doivent être mises en place absolument pour l'entreprise. Et donc, toutes les personnes qui sont en train de s'activer pour transformer l'entreprise sur ces dimensions-là, si vous allez les voir en disant « moi, j'aimerais bien être dans l'éco-conception, ça va pouvoir rentrer dans tes lignes, des bilans que tu vas faire qui vont remonter la direction et tout », là, vous commencez à avoir une petite team qui peut se monter pour pouvoir venir renforcer, en fait, et vous aider aussi à avoir des indicateurs qui vont être utiles pour la direction, pour qu'eux puissent potentiellement derrière changer un peu leur stratégie et leurs orientations. Donc, n'hésitez pas à profiter de toutes ces personnes qui sont dans la même démarche, au final, d'éco-conception, pas forcément juste sur numérique, mais sur l'organisation en elle-même et l'impact de l'organisation, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça y est, je t'écoutais religieusement. Non, pour rebondir sur le niveau de maturité, si effectivement vous démarrez, vous allez avoir le sentiment d'être perdu, parce qu'on précise qu'il y a des ressources, il y a des outils, il y a des référentiels, il y a des guides, il y a plein de choses, et effectivement, à un moment donné, vous allez vous sentir perdu, et ça, c'est la majorité des personnes que nous, on rencontre généralement, que ce soit nos clients ou des personnes qui cherchent à se former. Donc, pour le coup, ce n'est pas grave. Faites des formations, faites de l'auto-formation type MOOC, suivez des gens qui sont sur LinkedIn, posez-leur des questions, commencez à rentrer dans les réseaux, suivez-les sur leur Slack, leur Mattermost, enfin leur plateforme d'échange, etc. Mais allez-y, l'idée c'est bien c'est une démarche d'amélioration continue, comme tu le précisais Raphaël. Donc on ne peut pas aller tout en haut de l'escalier d'un seul coup en fait. Donc on va y aller marche après marche, et puis vous allez commencer à y aller et faire quelques bonnes pratiques sur un projet, convaincre vos équipes, votre hiérarchie ou votre client, et puis ça passe pas cette fois. Et ben on essaiera la fois d'après. Le site est très énergivore, vous devez le refondre, c'est pas grave, dites au client, il est très énergivore, on l'a mesuré, et ben partons déjà sur 50% de moins dans la refonte. Ça restera quelque chose de toujours énergivore, mais déjà 50% de moins. Et puis ça reste un KPI en interne, on verra si on le tient, si on ne le tient pas, c'est pas grave. Mais allons-y progressivement dans cette démarche d'amélioration continue. Bref, allez-y, jetez-vous, quoi. Jetez-vous à l'eau. Merci Christophe. Du coup, on va passer. Merci beaucoup pour tous vos échanges. C'est allé assez vite, on aurait pu rester discuter pendant longtemps, mais on va passer aux questions-réponses, du coup, public. Bonjour, apparemment je suis la première. Alors, vous allez m'aider, je vais vous donner une étude de cas. Puisqu'il se trouve que je suis en stage de fin d'études dans une entreprise bordelaise 4SH qui fait principalement du service numérique. Et donc, ma mission de stage, c'est d'intégrer de l'éco-conception, enfin, en résumé, d'intégrer de l'éco-conception dans l'entreprise. Donc, j'ai déjà mis des méthodes UX en place pour voir un peu comment mieux l'intégrer. Mais là, je suis un peu à un point mort du projet où on a carrément réussi à trouver des nouvelles méthodes d'éco-conception. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je dise quand même que les 115 bonnes pratiques sont ma Bible en ce moment, donc merci beaucoup pour ça. Et donc, je me retrouve un peu face à un mur où y a des outils, il y a plein de référentiels, mais concrètement, est-ce que vous avez, de l'expérience à remonter sur comment on fait pour vraiment concrètement faire adhérer les gens à ces référentiels, même moi qui suis en train de tout mettre en place pour que ça soit vraiment accepté le plus possible au sein de l'entreprise. Il y a forcément un moment où les gens ils doivent se poser face au référentiel et l'appliquer. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Comment ça peut se passer en entreprise? L'entreprise est très ouverte à ça, mais je ne sais pas trop comment faire la transition entre les référentiels et on commence vraiment à l'appliquer. On regarde référentiel et vas-y, on va se mettre au travail, quoi. Juste pour compléter, il y a quoi qui coince? En fait, c'est juste qu'il y a le référentiel, mais on a déjà plein d'outils. En fait, c'est ça qui me pose souci, c'est qu'il y a tellement d'outils déjà qu'on utilise. En fait, est-ce que concrètement, comment je sais, est-ce que vous avez un outil qui permettrait d'intégrer plus facilement l'éco-conception, d'intégrer tous les types, notamment, je pense, aux 115 bonnes pratiques, parce que voilà, elles sont sur papier, mais c'est un peu... Par exemple, j'ai le livre, je ne vais pas demander à tout le monde de prendre le livre, de les lire une par une et de se dire, OK, bon, là, OK, je vais la noter celle-là, je vais la mettre en place. Enfin, je suppose qu'après, ça va rentrer dans les mœurs. Mais au début, comment on fait pour vraiment cette transition
Il faut prioriser un peu. Tu ne peux pas effectivement demander aux gens de connaître 115 bonnes pratiques et de les appliquer toutes, surtout qu'elles ne sont pas forcément toutes applicables. Par contre, tu peux dire, bon, ce qui est prioritaire, c'est ça, ce qui est prioritaire, c'est ça. Tu peux diviser selon les métiers. Par exemple, ce qui va concerner les UX, les PO, les devs, ça ne va pas être les mêmes choses. Et aussi, en fait, ce que tu peux faire, c'est le mettre dans l'assurance qualité aux différentes étapes du produit. Non, si tu as sur le chemin de la conception d'une story ou d'une fonctionnalité, tu as différentes étapes, conception fonctionnelle, conception technique, réalisation des maquettes, des wireframes, tu as la code review. Et en fait, à chacune de ces étapes, tu peux dire, OK, je suis à la code review, est-ce que j'ai pensé à tel aspect de performance web, à tel aspect, est-ce que j'ai bien, par exemple, une alternative, si on parle de numérique responsable, une alternative texte aux images. Tu peux avoir des checklists d'assurance qualité aux différentes étapes, avec une priorisation de qu'est-ce qui est important dans ton contexte projet, pour pas que ça soit trop, que ce soit des listes de 50 éléments, mais que tu en mettes 4-5, que ce soit quelque chose de digeste. Et c'est une façon de l'approcher qui, à la fois, est relativement digeste, parce que en fait, ça fait partie des rituels normaux de la vie du projet, et en même temps, on pousse tout le monde vers une habitude de s'améliorer et de penser à la qualité tout le temps, et pas que à l'éco-conception, mais à tout ce qui est qualité en fait, au global. Si je prends un autre exemple, il y a la checklist TopQuest, donc c'est qualité web au global. En fait, c'est cet esprit-là, en fait, c'est de se dire, il y a plein de choses qu'il faut qu'on regarde à différentes étapes, et normalement, un site web, un projet grand public doit avoir un certain niveau au moins de s'assurer de la qualité aux différentes étapes, et en fait, les référentiels servent à ça. C'est pas des règles, il ne faut pas connaître par cœur 115 règles et les appliquer, c'est se dire, ok, si je veux m'améliorer et que je veux, dans mon produit, vérifier des choses, qu'est-ce que je mets à quel endroit, comment je les prends, comment je pioche, et on peut mélanger les différents référentiels, faire quelque chose d'intelligent en fonction du contexte. Merci. Je suis ravi d'avoir répondu. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la mise en pratique justement de l'éco-conception. Moi, j'ai été dev pendant un moment, et en fait, c'est un peu comme tout ce qui est accessibilité, le responsive, tout ça. En fait, c'est des choses, j'ai l'impression quand on en a conscience et qu'on essaie de le faire prendre conscience à nos collègues qui développent avec nous, qui font du design, etc., on est un peu l'emmerdeur qui vient dire « oui, mais il faudrait faire ça », etc. Et tant que ça ne vient pas du haut, on restera un peu celui qui essaie de convaincre, mais dans le vide, et ça ne marchera pas toujours. Est-ce que vous avez des conseils pour justement réussir à faire prendre conscience aux gens que c'est important et que ça ne viendra pas comme ça, quoi? C'est marrant parce que moi j'avais un peu le vécu inverse. On était plusieurs salariés sensibilisés, hyper motivés, et nos managers qui étaient là, non, j'ai pas envie, c'est quoi ce truc? Du coup, la bonne nouvelle, ça veut dire que des fois quand tu trouves d'autres alliés, et ça peut être aussi une réponse à la question précédente, c'est vrai que des fois les gens ne sont pas intéressés parce qu'ils ne voient pas l'enjeu. Et donc c'est vrai que parfois, juste, nous on avait commencé par faire un webinaire un midi, souvent il y a des occasions comme ça dans les entreprises, et faire un webinaire, et du coup ça intéresse des collègues, et donc après on est plusieurs collègues, et donc on commence à bidouiller ensemble, à dire tiens, comment t'as fait ça, vas-y, on se pose une demi-heure, on réfléchit comment on peut faire ça autrement, on teste cet outil, cette matrice et autres. Et du coup nous on avait plutôt fait du bottom-up en l'occurrence, et donc c'est marrant de voir que ça peut être l'inverse aussi. Et si je m'amuse du coup en bio-inspiration, mais par les humains pour le coup, pour ceux qui connaissent l'aïkido, vous savez, c'est le... Faut toujours, en fait, on tape jamais, on résiste jamais, on amortit toujours, et puis on essaie de trouver des... Et ben, du coup, en termes d'approche systémique sur les organisations ou quoi que ce soit, il y a des démarches qui fonctionnent aussi, qui sont inspirées de l'aïkido. C'est de se dire, en gros, moi, j'ai des convictions. Déjà, est-ce que j'ai réussi à définir vraiment les convictions que j'ai et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de manière très claire? Parce que si on parle de manière des fois peut-être trop technique, éco-conception du produit qu'on est en train de faire, en vrai, c'est un humain qui derrière a des ambitions d'arriver à faire des choses différemment par rapport à ses convictions environnementales, des choses comme ça. Donc déjà, se reconnecter à ça. Et ensuite, quand on est reconnecté à son intention, derrière, c'est de se dire, plutôt que d'essayer de convaincre des personnes, donc de forcer, entre guillemets, des personnes qui sont proches de moi à changer leur manière de faire, et du coup, je vais devoir mettre en place des tonnes de pratiques, des choses comme ça, c'est déjà de me dire, OK, je vais peut-être les considérer un peu comme des murs, mais je vais essayer de passer à côté, je vais aller trouver d'autres gens qui partagent la même attention que moi, donc un peu comme tu disais. Et en fait, on va trouver des alliés, et les alliés, ensuite, en discutant ensemble, vont commencer à essayer de trouver justement des stratégies pour mettre des petites choses en place, des petites briques, qui, au final, vont commencer à changer 2-3 petites choses à côté. Et puis, à la machine à café, ça discutera différemment sur le sujet. Et puis, il va y avoir des choses qui vont se modifier tout petit à petit, en fait. Et des fois, on se dit, oh, ça va être trop long, ça ne marche pas. Mais ce qui est assez génial dans un système vivant, c'est que des fois, on va juste venir bouger des petits endroits. Et à un moment, ça va venir toucher la bonne personne au bon endroit, le bon jour. Ça va débloquer un nœud. Et hop, il va y avoir un effet d'entraînement. Et puis, il va y avoir un effet de bascule.
ça va remonter la direction va vouloir changer d'avis, boum, et puis après ça y va, quoi. Donc en fait, on se dit des fois on est impuissant, il faut qu'on convainque autour, mais déjà, hop, le fait de naviguer, trouver les bonnes personnes, essayer de mettre des petits trucs en place, bah, peut-être que juste ça va permettre de faire un grand changement dans l'organisation. Et je pense que, enfin, c'est pas qu'une croyance. Si on regarde comment fonctionnent les systèmes vivants ou en systémique, ça fonctionne vraiment comme ça, en fait. C'est une logique de flux, c'est une logique d'évolution de système. Et ça marche, donc il faut y croire, quoi. Voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est des choses qui sont déjà des bonnes idées pour d'autres raisons, ce qu'on veut mettre en place. Donc il peut y avoir des obstacles du style tel ou tel service veut rajouter plein d'éléments dans la page ou le business model, comme on disait. Mais globalement, se dire on fait plus simple, plus direct, on utilise moins de ressources, c'est des choses qui sont argumentables pour d'autres raisons que minimiser l'impact environnemental. Il y a d'autres arguments pour dire c'est positif parce qu'il y a ça, ça, ça. Et du coup, ça peut mettre à un niveau tout simple de convaincre le collègue de dire bah oui, c'est bon pour la performance. Voilà, vas-y, fonce. Là, le point commun entre les deux interventions, c'est un peu point de blocage, en fait. Moi, j'ai avancé, mais comment je convainc les autres, et ma hiérarchie et mes collaborateurs. Donc, très concrètement, on fait le petit webinaire du midi, et puis on dit, voilà, je schématise. Hein. Pour les designers, vous avez les designers éthiques et co-conception. Pour les développeurs, partez sur les 115 bonnes pratiques. Vous lirez pas, mais je les mets à disposition. Pour l'ensemble du projet, eh ben, on part sur le RGESN. Et puis, dès le départ, on prend tous les critères 1-1, on voit si on sera conforme ou pas. Ça, c'est juste en interne. Et à chaque étape du projet, lors des reviews, on voit si on est toujours conforme, pas conforme. On fait évoluer en fait les critères 1-1 en fonction de l'étape du projet. Et puis, on voit le résultat à la fin. Et pour convaincre la hiérarchie, donc, qui, elle, a besoin de chiffres et un peu de business, vous lui dites que depuis le 1er janvier, là, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants sont obligées d'émettre un rapport de numérique responsable avec plan d'action, objectifs, outils, mesures. Ils ont 3 ans pour le faire. Donc là, il y a du business. Et vous leur dites aussi que de toute façon, en face, vous avez des entreprises maintenant qui sont obligées d'émettre des rapports d'activité et de leur implication carbone d'un point de vue environnemental. Donc elles vont toutes s'y mettre en évaluant le carbone de leur service numérique. Le marché, il est immense, quoi. Voilà. Donc on peut convaincre tout le monde pour qu'ils y aillent, quoi. C'est bon. Bonjour, j'ai une question. Donc merci déjà pour la présentation sur un sujet passionnant. Et la précédente aussi était passionnante de Sébastien Lost. Et du coup, avec ça, j'ai un peu une dissonance cognitive du coup entre votre recherche de la simplicité qu'on doit avoir, d'aller droit au but, de ne pas passer par 4 chemins, et finalement la conférence d'avant où on avait plus la sensation qu'il faut chercher l'incroyable. Et est-ce qu'on arrive à associer les deux ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, mais pour moi, la conférence d'avant, en fait, c'est plus une ouverture, quelque chose qui fait un peu, qui se veut inspirant, mais qui n'est pas forcément quelque chose qu'on va appliquer sur un projet, comme il disait, d'expert comptable ou pour un produit d'entreprise. On ne va pas faire quelque chose d'aussi chelou que la maison qui a l'air de se flotter en l'air, quoi. On va faire quelque chose qui va tout droit, qui fait simple, parce que les gens ils ont besoin de travailler en fait avec cet outil-là. Et ils sont pas là pour. Si on va au Palais de Tokyo, on est là pour avoir un concept. Si on achète une maison ou un bureau, on ne veut pas un concept, on veut un bureau. Et si on achète un logiciel qui permet de remplir ses factures, on ne veut pas un concept, on veut un logiciel qui va tout droit et qui permet de remplir les factures simplement. Et logiquement, le travail de l'UX, c'est d'arriver à faire le truc le plus pratique possible pour ce genre de cas. Après, si vous tombez sur un projet où le but, c'est d'avoir un concept inspirant, bah, c'est cool. Mais dans mes 16 ans, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. J'ai plutôt vu le but, c'est de faire un truc simple qui répond aux besoins. Et souvent, les obstacles, bah, on complique les choses pour rien, mais c'est plutôt contre ça qu'il faut lutter, quoi. Et pour compléter, en rebond sur ce que tu disais par rapport au conférencier d'avant, je pense qu'il y a une réponse dans ce qu'il montrait avec sa jauge. Il disait en fait c'est une jauge, et du coup je peux citer aussi le bouquin d'un ami là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Hypercréation, pour ceux qui sont curieux, c'est sur la créativité. Et en gros, lui, il a une jauge aussi, où du coup il met le principe de créativité, c'est de faire quelque chose de neuf, de nouveau. Et ce nouveau, en fait, il est sur la jauge où d'un côté il y a adaptabilité et de l'autre côté originalité. Et donc, en gros, le concept de la maison, par exemple, on dirait que du coup, ça va vraiment sur le côté originalité. Mais des fois, ça va être complètement what the fuck ou pas forcément utilisable pour plein de gens. Et de l'autre côté, l'adaptabilité, où là, vraiment, on répond à des besoins, des choses qui sont très spécifiques. On fait juste de la nouveauté pour arriver à faire un update ou améliorer la chose légèrement. Et en fait, si on est trop à gauche, eh ben, on est tellement adapté que du coup, on n'innove pas.
On ne fait pas de neuf, on ne fait pas de nouveau. Et si on est trop dans l'originalité, c'est un peu comme le fonctionnement d'un enfant, en fait, où il va faire des trucs complètement what the fuck parce qu'il n'a aucun point d'ancrage et où du coup on ne va rien comprendre. Et je pense qu'en tant que designer, en fait, il y a des phases qui sont des phases exploratoires où on va aller chercher l'originalité. Et quand on sent qu'on peut amener de l'originalité, on y va. Quand on sent qu'on est trop tout le temps en train de faire des choses adaptées et qu'en fait, ça ne renouvelle rien du tout et que même on entretient des fois des mauvais patterns, il va falloir aller chercher l'originalité. Et voilà, je pense qu'en fait, on est continuellement en fait, dans ce process créatif en train de naviguer dans cette jauge. Et que, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est ça qui est passionnant en fait, dans la vie du designer, quoi. C'est qu'on peut naviguer là-dedans, quoi. Juste pour l'anecdote, une fois j'avais présenté un site qu'on avait co-conçu dans une formation, donc les gens l'ont ouvert par curiosité, et la réaction c'était « Waouh, ça charge instantanément !» Et on a oublié que le web, en fait, ça peut charger instantanément quand on a des pages à 500 kilooctets, et le site, il y a des images, et même une vidéo incrustée dans la page d'accueil, parce que c'était pour un musée, et que c'était la présentation de l'exposition, et qu'on ne pouvait pas faire sans. Et voilà, il y avait du contenu, il y avait un quiz interactif, etc. Et pourtant, ça charge en un quart de seconde, même quand on n'a pas la fibre. Et donc l'effet waouh n'est pas forcément là où on l'attend aussi. Bonjour. Et moi j'ai juste une question. On parle souvent comme UX designer, on parle des utilisateurs qui on serve comme UX designer, mais parfois on oublie que les utilisateurs ils sont aussi des clients. Et les boîtes, ils sont aussi des autres boîtes qui font la même chose. Donc, il y a une concurrence et il y a une clientèle. Moi, j'imagine un client que, voilà, on parle de cette interface très chargée avec beaucoup de mouvements, beaucoup de vidéos et ça se passe beaucoup de choses. Et moi, j'imagine l'autre client qui ouvre l'appli avec une éco-conception. Donc, pas autant de choses qui se passent. En fait, comment on fait à communiquer à les clients notre produit, l'éco-conception, en fait, comment dire, comment faire rendre compte les clients qu'il ouvre une application et il comprend. Voilà, ça c'est éco-conçu, c'est pas une application qui est faite avec un budget. Peu de budget, voilà, un peu comment on fait à bien évaluer cette éco-conception aussi. Il y a plusieurs aspects dans ta question qui sont très intéressants. Je ne vais pas répondre à tout parce que je vais en laisser pour les autres aussi. Mais la première chose qui m'amuse, en France, il y a 40% des gens qui ont la DSL, qui n'ont pas la fibre. Donc déjà, rajouter plein de choses sur les sites, c'est pas forcément améliorer la conversion, améliorer l'achat. Au contraire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, il y a toute la fracture numérique qui est en jeu. Et donc, ça va souvent venir complexifier le parcours, comme ces carousels automatiques qui sont sautés parce qu'assimilés à de la publicité, comme voilà, ces vidéos qui rendent la page inchargeable, après on dirait un bug parce que c'est trop lent, etc. Et donc, déjà, il peut y avoir une amélioration du business, même et surtout si on enlève des choses. Donc c'est pas forcément en contradiction, ça va vraiment être au cas par cas. Et ensuite, il y a toute la question de la communication autour de ça. Alors on peut vouloir communiquer sur le fait que c'est co-conçu. Nous, on ne le fait pas toujours. Avec mes clients, généralement, on ne le fait pas. On fait une déclaration d'éco-conception. C'est quelque chose qui se fait, qui est dans le RGESN. Comme on fait une déclaration d'accessibilité, on incite les gens à faire une déclaration d'éco-conception et à expliquer ce qu'ils ont mis en place comme démarche dans le développement du site. Mais on n'écrit pas forcément, en gros, que c'est éco-conçu, parce qu'on ne trouve pas ça nécessaire. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être des compléments de réponse sur la partie label et peut-être aussi communication autour du site. Oui, moi je voulais rebondir sur une idée importante, en tout cas quand on accompagne les clients, c'est qu'on n'interdit rien. S'ils veulent mettre de la vidéo, ils ont le droit. Et en plus, il y a un contexte business, c'est-à-dire que si on demande à YouTube, Netflix, Amazon d'être super éco-conçus, on tue leur business en fait. Donc il faut y aller aussi progressivement, il faut leur expliquer la démarche et peut-être sur des sites en tout cas de cette taille-là, qu'un petit changement, fois le million de vues, va déjà changer la donne. Donc on y va step by step et on n'interdit rien. C'est-à-dire que c'est un peu comme le code de la route, il y a une ligne blanche, il y a des limitations de vitesse, etc. Mais de temps en temps, il faut que je sorte de la ligne blanche parce qu'il y a un contexte devant moi qui m'y oblige, mais je le fais en connaissance de cause par contre. J'ai lu le code de la route, je le connais, mais sur ce cas-là, en fait,
Je franchis quelque chose, mais je sais pourquoi je le fais. Donc c'est tout à fait possible. Et puis il faut y aller crescendo en fait. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense qu'on va s'arrêter là.